Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Changer d'air. Aujourd'hui, on discute avec Chiara Pellas, qui est la fondatrice de Molo. Chiara est passionnée de voyage, mais il y a quelques années, elle est confrontée à l'impact environnemental des avions et décide d'agir, et donc c'est ainsi qu'elle a créé Molo. Le but de Molo, c'était en fait de repenser le voyage en se basant sur son sens premier. Le sens premier de voyage, c'est celui de déplacement. Molo propose donc des itinéraires bas carbone, notamment grâce au train, et invite à profiter des différentes étapes du trajet. Chiara m'a vraiment marqué par son enthousiasme, son sourire, mais aussi sa sagesse. Elle a compris que pour faire changer, le plus efficace n'était pas le culpabiliser, mais c'était de proposer une alternative qui donne envie, et c'est ce qu'elle fait si bien avec Molo. Dans cet épisode, on va parler de tout simplement se lancer dans un projet entrepreneurial, ce qui est la première étape et peut-être la plus difficile, et le faire évoluer ce projet. On parle aussi de l'importance du sens et de l'engagement dans son métier. Parler de son métier avec sourire, c'est quand même une grande chance et c'est ce que Chiara a fait pendant 1 heure. On parle aussi de la prise de conscience écologique et d'éco-anxiété, à laquelle je pense qu'on est tous confrontés à nos différents niveaux. Et on parle à la fin des avancées qu'on observe vers un monde plus durable. J'espère que comme moi, vous ressortirez de cette discussion avec le même sourire et la même énergie que Chiara. Bonne écoute. Bonjour Chiara. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. En vrai, c'est très cool. Avec plaisir. T'es la première. J'ai envie de parler de plein de choses, de ton projet Molo, de comment t'as trouvé un peu ce projet, de comment tu t'es lancé, du sens que t'as donné à ça et pourquoi t'as fait ça. Un peu de beaucoup de pourquoi. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et raconter ton histoire? Avec plaisir et merci de m'inviter. Du coup, moi, c'est Chiara. Mon histoire, elle va être rapide. Je suis sortie d'école d'ingénieur il y a 1 an et demi, on va dire. Et attends, avant d'aller en école d'ingénieur. Ah, tu veux toute l'histoire de Chiara? Ok, alors je m'appelle Chiara, je viens du sud, de Nîmes précisément. Ok. J'ai fait toute mon enfance là-bas. Voilà, passionnée de pas mal de choses, mais surtout je me suis pas intéressée très tôt à tout ce qui est environnement et nature. Hein. Okay. Tout mon lycée, c'était pas forcément ce que j'avais en tête. Globalement, je faisais pas mal de sport, du foot. Donc, je suis arrivée très tôt dans l'univers masculin, on va dire, et j'ai continué là-dedans en allant en école d'ingé. Avec la prépa ingé d'abord à Lyon, et puis ensuite l'école d'ingénieur. Okay. Et c'est en rentrant en école que j'ai commencé à me questionner un peu sur pas mal de choses, parce que la prépa n'a pas été un moment hyper simple pour moi. Je faisais pas partie des grands passionnés de sciences forcément. Et donc quand tu galères autant, il y a un moment où tu te dis mais pourquoi je galère autant? Et du coup voilà, j'ai fait 3 ans de prépa, donc 5,5, et c'est pendant cette dernière année et surtout au moment de rentrer en école enfin que je me suis demandé pourquoi j'avais fait tout ça et ce que je voulais faire de ma formation. Ouais. Et donc ça c'est parti un peu dans tous les sens au début, hein, mais en première année, t'as commencé à te poser ces questions-là? Ouais. Ok. Ouais, en première année. Enfin, pour tout te dire, c'est tôt pour tout te dire, c'était pendant mes oraux, mes deuxièmes oraux du coup, avant de rentrer en école. Je sors d'un oral, vraiment, je pensais que c'était super mal passé. Tu t'as déjà fait 2 semaines d'oraux, t'en as marre, t'en peux plus. T'es en 5,5, donc ça fait déjà 2 fois que tu le fais. Donc vraiment super mal passé. Je sors, je suis dans Paris et je me fais interpeller par une asso, alors pas du tout environnementale, c'est sur le droit des animaux. Mais je me fais interpeller dans la rue et c'est le genre de truc quand t'as la flemme, quand t'es fatigué, t'as pas envie, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, vas-y, raconte-moi ce que t'as à me dire.
parce que je suis tellement déprimée et tout que t'as l'air trop passionnée par ce que tu fais. C'était une fille qui avait le smile de ouf et du coup je me suis dit ok bah vas-y discutons. Et bon du coup voilà elle m'a un peu c'était la première fois où je parlais tu sais quand t'es dans le mood prépa pendant 2-3 ans et que là d'un coup tu sors de ça et parce que j'étais pas à Paris non plus donc et tu croises une fille qui a le smile comme ça qui se bat qui croit à fond dans ce qu'elle fait et tout et peu importe si le message il te parle beaucoup à toi ou pas elle était à fond dans son truc et mine de rien c'est quand même un beau message qu'elle passait et donc je suis repartie en me disant ok. Je me rappelle parce que j'ai appelé mon frère à ce moment-là, je lui dis je suis non, c'est super mal passé, je suis dégoûtée, mais par contre si jamais ça passe, j'essaierai de trouver un truc qui me motive comme elle. Comme elle, ok. Du coup, c'est un peu ça, hein. C'est marrant de se dire que c'est quelqu'un qui te démarche dans la rue. C'est la première fois que tu voyais quelqu'un, genre, où tu t'es dit, bah, ça, j'ai envie d'avoir cette énergie, genre. Ouais, c'était plus, c'était pas forcément le message, c'était plus, elle croit en ses valeurs, son énergie, elle sait pourquoi elle va dans la rue, elle harcèle les gens dans la rue, quoi. Est-ce que je serais prête à harceler les gens dans la rue pour parler de mon problème de maths? Non, je crois pas. Par contre, du coup, c'est un peu ça qui m'a motivée. Et donc, arrivé en première année, je me suis un peu intéressée à ces sujets-là. De loin, hein. Enfin, en première année, t'as plein de considérations, mais du coup, t'as la chance d'avoir pas mal d'associations dans les écoles d'ingé. Et du coup, voilà, commencer à me rapprocher de certaines assos, côté développement durable de l'école, asso humanitaire. J'ai fait une asso humanitaire, du coup. Bon, ça, il y a plein de... T'as fait MADA? J'ai fait Pérou Unidad. Et dès le début, je savais qu'en gros, moi, je suis plutôt comme ça. J'avais pas forcément envie de m'investir dans plein d'assos à la fois. C'est plus, je choisis un sujet qui me drive et je le fais à fond. Et donc, je me suis lancé à fond dans cet asso humanitaire-là. Qui donc allait, le principe, c'était d'aider des populations au Pérou, notamment des enfants. Donc, leur apporter à la fois des ressources matérielles. C'était lié à l'éducation. Donc, on faisait du soutien après l'école, sachant que c'est des enfants qui ont peu de cadre familial, donc une fois qu'ils sortent, il faut les aider à faire plein de choses. Leurs parents sont pas dispo ou ils sont orphelins? Non, ils sont pas orphelins, mais c'est juste ça faisait pas. Enfin, moi, le projet dans lequel j'étais, c'était un des quartiers très pauvres d'une des villes dans laquelle on était. Et donc, quand tu sors de l'école, t'as absolument pas les ressources à la maison pour faire ou le cadre de travail. Et donc, il y a un centre qui s'est créé dans ce quartier-là pour les accueillir à la sortie de l'école ou les week-ends. Et donc voilà, c'était plus lié éducation. Donc ça, c'était ta fin de première année, le gros Pérou Unidad. Le gros Pérou Unidad. Mais en fait, toute la première année, c'est là où j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur tout ça. C'est quelle est notre pertinence, notre légitimité à aller aider ces gens-là au Pérou. Parce que, évidemment, il y avait plein de critiques par rapport à tout ça et que je conçois totalement. Est-ce que je referais la même chose aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce que t'as été un peu... Parce que est-ce que c'est un truc que t'as découvert ce monde-là? Enfin, genre, quand je trouve que quand tu découvres une population très pauvre et que tu t'es immergé dedans, ça marque quand même un peu, quoi. Alors ça, c'est clair que, après, une fois sur place, le fait d'être confronté à tout ça, de voir aussi les considérations qu'ils ont là-bas, c'est pas du tout les mêmes que chez nous, en termes de développement durable et, enfin, voilà, c'est entre guillemets, le dernier de leurs soucis. Donc ça fait des chocs sur pas mal de choses, que ce soit le niveau de vie, sur les différentes considérations qu'ils ont, sur les décisions qu'on a dû prendre aussi en tant que petit jeune de 20 ans et tout ça parce que on apporte de l'argent, il y a des grosses responsabilités qui te tombent dessus auxquelles tu t'attends pas forcément et que tu te dis ok en fait on nous a pas du tout appris la vie quoi. Donc peut-être un peu de travail à faire là-dessus aussi. Ouais, de ouf. Du coup évidemment sur place ça a marqué, ça m'a fait avancer dans certaines de mes considérations. Mais c'est aussi tout, enfin voilà, c'est tout le reste de l'année, c'était est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on va dire le fait d'aller à l'autre bout du monde en avion et d'avoir c'est aussi des relations qui sont difficiles à gérer parce que c'est bizarre. Eux ils changent d'interlocuteur tous les ans parce que ça change en fonction des gens qui font partie de l'association. Donc ça change tous les ans, c'est leur quotidien, ils parlent à des gens qui vont partager ça pendant un an mais qui font ça plus pour le côté c'est plus pour le kiff. Voilà, quand on est en asso en école, je pense qu'on est très, en tout cas certaines personnes sont très distancées de la réalité de la chose. Tout à fait. Et eux, ils dépendent de ça pour vivre. L'argent qu'on leur envoyait, ils en dépendaient. Et du coup, c'est un peu délicat de faire face à des gens, même si la plupart des gens t'es quand même vachement impliqués. Volonté, c'est quand même des petits jeunes qui sont à l'autre bout du monde, qui ont la chance de pouvoir faire ce qu'ils veulent pendant un an, qui vont leur trouver de l'argent, donc ils sont gentils avec eux et ils essayent d'être bienveillants avec nous. Et ils étaient quand même hyper accueillants. Mais il y avait quand même cet aspect-là à gérer
où tu te dis, ok, bah, est-ce que c'est vraiment pertinent ce que je fais? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde pour aller donner des cours, alors que moi, je parle pas un mot d'espagnol. Donc voilà, no hablas espagnol. T'apprends sur le coup, hein, mais du coup, honnêtement, au départ, tu fais ça parce que c'est un peu ton kiff, quoi. Et, enfin, ton kiff. Parce qu'il y a T'as un petit truc qui dit, ça te fait plaisir d'aider quand même. Ça te fait plaisir, c'est ça, tu fais ça parce que tu te dis, bah, je vais me sentir utile, oui, c'est sûr. Donc, il y a une partie de ça, tu dis, tu vas à l'autre bout du monde, donc, tu vas découvrir toute un tas de nouvelles choses. Mais voilà, c'était un peu décision perso au départ, mais après, à toi de voir comment tu le gères et est-ce que tu veux vraiment t'y mettre à fond ou pas. C'est pour ça que j'ai décidé de faire qu'une seule et unique association, parce que pour moi, enfin voilà, entre guillemets, il méritait un peu qu'on s'y consacre totalement. Mais c'est ça qui m'a fait me poser pour la première fois ces questions-là de ok, l'avion pour aller jusqu'à là-bas, ok, on va leur dire telle ou telle chose, mais nous, notre consommation donc voilà. À l'époque, t'avais déjà cette sensibilité écologique et cette... Bah, elle est née un peu avec ça, parce que je pense que je savais que, en gros, donc on allait sur place pour, il y avait un projet qui était de l'aide à l'éducation, il y avait un autre projet qui était un peu plus tourné autour de la sensibilisation environnementale, et il y avait un autre projet qui était en Amazonie, donc sur un projet d'agroforesterie. Donc on était un peu obligé de se renseigner un peu là-dessus, et justement, tu te dis, ok, tu vas là-bas pour aider pendant 2 mois dans des agriculteurs à switcher vers l'agroforesterie, mais on prend l'avion en passant par le Canada pour y aller, quoi. Et là, je sais quelques semaines de vacances au passage. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, vraiment grosse remise en question, on l'a quand même fait. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que si je le faisais, je sais pas si je pouvais le refaire, est-ce que je le referais, je sais pas. Même si je suis persuadé qu'il faut quand même, ça a quand même aidé. Et tu leur as apporté des fins, c'est une évidence. On est obligé d'aller sur place pour plein de raisons, mais par contre, c'est vrai qu'il faut mettre en balance, toutes les externalités que ça coûte, et c'est là pour la première fois où du coup je me suis déjà à niveau voyage, moi c'était la première fois que je faisais un voyage comme ça perso. Enfin, tu sors d'Europe. Ouais, tu sors de prépa et c'est la première fois où tu peux vraiment aller découvrir le monde par toi-même, quoi, et pas par tes parents ou ce genre de choses. Donc et c'est un truc que j'attendais depuis très longtemps parce que j'ai un grand frère, une grande sœur qui ont beaucoup voyagé pendant leurs études, et moi c'était pour ça que je faisais prépa, quoi. C'était ça a l'air bien l'école. C'est ça, c'est que tu peux après ensuite t'as le confort de pouvoir aller te découvrir le monde. Ouais. Et donc j'attendais ça depuis un moment, c'est pour ça aussi que j'y suis allé, et en fait tu te rends compte que trop cool, mais en fait c'est pas du tout en accord avec avec certains enjeux auxquels je suis en train de me sensibiliser et prendre ça en pleine gueule, quoi. Donc et du coup c'est là où il y a eu vachement de débats sur l'avion, etc. Et en revenant surtout, on a pris conscience de ça. Et est-ce que sur place, j'ai une question à te poser? Parce que j'ai eu un peu ça là avec le taf quand on est en Afrique. Est-ce que genre même quand t'aides les gens, il y a un côté ils te regardent de façon tellement différente et tellement dans un autre monde que moi j'étais un peu gêné, tu vois. Ah bah il y a une grande gêne ils te regardent comme une espèce d'immense billet marchand. Bon, t'es sympa parce que t'es là pour les aider, contrairement à d'autres en France qui ne sont même pas là, mais c'est bizarre d'être autant décalé. Non, franchement, honnêtement, c'était pas forcément agréable comme sensation. Ouais, parfois c'était pas le voyage humanitaire trop cool, les gens sont trop contents que tu viennes les aider et tout, pas du tout. Ils étaient pas du tout aussi donc ceux qui gèrent le centre et qui ont cette vision un peu globale, ils voient tout ce qu'on a fait pour eux, etc. Mais les enfants ils te regardent bizarrement, quoi. Ils se foutent un peu de ta gueule. C'était un peu l'attraction, quoi, mais et ils voient très bien que t'essayes de les aider, mais ouais, il y a pas ce côté reconnaissance que tu peux espérer avoir. Tout à fait. Un peu quand même. Ça te remet un peu à ta place aussi, quoi, et ce que je trouve bien, et c'est pour ça que je dis que peut-être quand on est revenu, on en a encore plus pris conscience en mode ok, on a eu un impact, mais c'est peut-être pas aussi important que celui qu'on attendait. Et est-ce que ça valait le coup de se prendre ces 12 avions voilà, c'est bon, 12 peut-être pas, mais ouais, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça? Et donc ouais, premier truc où je suis revenu en me disant ok, c'est génial l'ouverture culturelle que ça apporte, le voyage, etc. Je veux continuer de voyager, mais l'avion c'est chaud. Donc voilà, première petite prise de conscience. Ok.
Bon, on s'est vachement égaré sur Non, qui très j'étais, mais intéressant. du coup voilà, c'est ça. J'ai première expérience au début Ok. de mon école d'ingé. Et Parce que après, en fait, ce qui est ouf, moi, c'est que l'avion, genre, on m'en a parlé il y a peut-être 5-6 ans, j'ai un pote qui m'a dit, moi, je prends plus l'avion, et j'étais, bon, je comprends même pas pourquoi, et c'est juste un jour en fait, l'empreinte carbone, quand on m'a dit, il faut arriver à 2 tonnes d'empreinte carbone, et bah, l'avion, tu prends un aller-retour, ouais. c'est déjà 2 tonnes, donc, Mais ouais, c'est c'est pareil. Pendant un moment, je savais que ça polluait, ouais, mais comme beaucoup, mais j'avais jamais. Alors, je sais pas si c'est que j'ai pas eu le chiffre ou j'ai pas pris conscience du chiffre directement, mais pour moi, c'était comme prendre la voiture, tu vois. Et pourtant, ouais, beaucoup de gens vont continuer à prendre la voiture, ouais, alors ouais, qu'on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. ouais, Quoi. c'est Donc, vrai. Ok. Et comment, après ça, tu finis à lancer Molo? C'est ça la question. et comment Est-ce que finir t'aurais c'est pu voilà. juste dire, je vais travailler chez la SNCF, ou t'aurais pu... Ouais, c'est vrai. Pourquoi, en fait? Non, plus que comment, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait dire, vas-y, je veux... Euh, du coup, ensuite, pendant mon école d'ingé, j'ai fait une année de césure où j'ai testé les deux, on va dire. J'ai testé le grand groupe et j'ai testé la start-up, qui était déjà une start-up bien évoluée, mais on va dire le dynamisme et l'ambiance Ouais. start-up. Je me suis très vite rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise dans ce cadre-là que dans le cadre du grand groupe, même s'il faut les deux, c'était pas pour moi. Plus flexible. Et ouais, plus beaucoup de choses. Beaucoup plus de responsabilité, de créativité, un peu moins de politique. Mhm. Donc donc je savais que je voulais aller dans un petit groupe, dans une petite boîte assez jeune. Et mais donc j'aurais pu aller dans une start-up qui existait déjà. Hein, mais il y avait ce côté déjà on a l'opportunité dans l'école que j'ai fait de de tester quoi Ouais. et de vraiment de remplacer un stage de fin d'études par une expérience entrepreneuriale. Ouais. Je sais pas si je me serais lancé si j'avais pas forcément eu cette possibilité-là. De ouf. Mais du coup, j'étais là, ok, on me donne sur un plateau l'opportunité de le faire. Vas-y, hein. Je sais pas, j'avais quand même un peu ce côté, c'est cool quand même de créer son truc. Il y a tellement de trucs à inventer pour réinventer le monde que si nous qui avons mine de rien, c'est triste à dire, mais des contacts grâce à notre école, Ouais. la formation, la sensibilité et l'opportunité mise sur un plateau, si nous on Ouais. le fait pas, je m'en voudrais certainement de pas le faire après. Ouais. Et sachant que c'est aussi, tu sors d'école, donc t'as quand même moins de pression financière que peut-être quand t'as 30 ans, que t'as des crédits, etc. T'as potentiellement une famille, donc bon, voilà. On va dire toutes les C'est le moment, conditions c'est étaient là. Je me ouais, dis, tous si je les le fais feux pas verts. maintenant, je le regretterai certainement. Ouais. Et puis il y avait, ouais, tu te challenges un peu, c'est un gros challenge perso, quoi, parce que tu sors vachement de ta zone de confort, truc que j'avais jamais trop évoqué avant. Il y a des gens Ouais. qui, depuis qu'ils sont au lycée, limite, ils tentent des trucs. Moi, c'était pas trop ça. C'est vrai. Mais je me suis dit, T'es tu pas serial regrets pas. entrepreneur, mais tu t'es dit, allez, ça me plairait vraiment bien. Ouais. Et je pense que j'étais un peu naïve aussi, hein. Je me suis dit, ça va être facile et tout, pas du tout. Ouais, je pense que t'as un peu, c'était plutôt un avantage, tu vois, de pas savoir tout ce qui allait t'arriver. Ouais, clairement. Parce que sinon, tu te lances pas forcément. Mais, Ça fait un mais peu voilà. plus peur, quoi. Ok. Mais donc, de base, c'était plus, ok, les sujets environnementaux, il y a tellement de choses à réinventer. Le côté créatif, voilà, le challenge que c'est et tout, ça me tente bien. Et j'avais pas forcément le sujet de décarboner les voyages au départ, quoi. Ouais, ok. Mais il y avait ça et il y avait vraiment le fait que mais j'ai pas eu du coup c'était 2 stages, hein, donc c'était pas non plus des très longues expériences dans le Ouais, monde trop, mais... professionnel, mais j'avais ce côté j'aimerais bien créer un truc où c'est voilà, je suis hyper à l'aise avec mes valeurs, ce qui était pas forcément le cas Ouais. tout le temps quand tu rejoins une boîte externe quoi. Hyper à l'aise avec les gens avec qui je travaille aussi Ouais. et Ça, c'est vraiment un truc de fou. De choisir exactement avec qui tu travailles, je ouais. trouve. Et je pense que c'est ce qui a déclenché tout le reste, quoi. C'est que je me suis dit, ok, c'est cool de créer son truc et tout, mais c'est aussi plus le côté humain derrière que t'as dû avoir aussi, quoi. Mais 100%, 100%, 100%. Moi, j'avais été choqué par un mec, enfin choqué, mais un gars qui disait, je m'entoure vraiment des gens avec qui je résonne. Et pareil en stage, j'avais eu des gens hyper sympas, mais j'avais eu des gens où j'étais, voilà, ça m'embête un peu de les voir tous les jours, quoi. Et en vrai, j'avais trouvé ça tellement fort et ouais, donc, c'est ça. je te rejoins complètement. Et d'être à l'aise avec les gens aussi, parce que Ouais. je pense que je suis quelqu'un qui est assez sensible à tout ça. Mine de rien, je ne sais que travailler en équipe, mais pour le coup, je suis vachement sensible aux gens avec qui je travaille, etc. Et sensible à leurs valeurs ou sensible à ce qu'il faut ressentir. Enfin, c'est un peu ce qu'ils lié, me font tu vois. ressentir, tu vois. Et je pense que c'est hyper important d'être à l'aise avec les gens avec qui tu travailles. Tu peux très bien le trouver, et je l'ai trouvé quand même dans pas mal de mes expériences
des gens avec qui tu te sens bien, mais bon, voilà, quand c'est toi, ton équipe, les gens que tu rencontres et où tu vois le feeling et tu te dis, ok, on va faire un truc ensemble, et c'est des gens qui vont aussi faire le choix d'abandonner pas mal de choses pour se lancer avec toi. Voilà, le feeling est forcément démultiplié, et moi c'est ça qui me drive, quoi. C'est les valeurs, enfin évidemment le but du projet, mais c'est aussi beaucoup des gens avec qui je travaille. Et si j'avais pas les gens actuels avec qui je travaille, je suis pas sûr que j'aurais continué le projet, quoi. Ouais, c'est tout à fait partagé. Et je crois que c'est un peu clair et net pour les investisseurs et pour tout le monde extérieur, c'est qu'une boîte, ou en tout cas une start-up, elle marche bien si les fondateurs sont liés, quoi, sont connectés, et partagent tout, ils sont capables de communiquer, et ça c'est hyper intéressant comme expérience, hein, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Travailler avec des associés, ça fait grandir. C'est bien dit. Mais ouais, trouver ses associés aussi. Trouver ses associés, c'est pas facile. Et comment tu les as trouvés alors? Je les ai trouvés, j'ai mis un peu de temps à trouver les bonnes personnes. En fait, il faut trouver... Tu t'es dit, je vais lancer un truc pour décarboner le voyage. C'était ça un peu l'idée? Alors ouais, pour continuer le cheminement, donc je suis partie dans cette donc la filière entrepreneur, sans forcément avoir l'idée précise. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai plein de sujets divers. Et enfin voilà, au début, je me suis dit plutôt travailler avec les entreprises. J'étais passé dans des boîtes qui étaient plutôt RSE, quoi. Donc je connaissais un peu le secteur, et je me dis, voilà, il y a des choses à faire. Il faut accompagner un peu plus d'entreprises. Enfin, en gros, la transition va passer par ces entreprises-là. Donc, est-ce qu'on ne va pas les aider d'un point de vue extérieur? Bon, il y a plein de boîtes qui font ça déjà. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok, en fait, travailler au quotidien avec des équipes RSE d'entreprise, il faut, mais en fait, ça me fait pas... ça te fait pas vibrer. Ça me fait pas vibrer, non. Je comprends. Et du coup, je suis un peu revenu au point de départ de ce qui me faisait vibrer. C'était cet aspect voyage, décarboner les voyages. J'avais déjà fait un premier gros voyage. En parler, en fait, même, j'imagine. Enfin, partager ce message qui pour toi est un message clé, genre de la transition. Ça. Et ça, je l'ai compris plus tard, par contre. Au début, c'était plus le but, le but en lui-même. J'ai envie que ça soit un sujet qui me fait kiffer, et travailler au quotidien avec des clients, des partenaires avec qui c'est fun, quoi, et on va s'amuser aussi. Ouais. C'est pas toujours facile, mais bon, de trouver les deux, mais un truc où je suis contente d'y aller, et pas un peu boule au ventre, pression, quoi. Et du coup, le voyage, j'avais déjà fait un premier gros voyage pour aller en Grèce sans avion. C'est là où je me suis pas mal rendu compte que c'était ouf, parce que je me rappelle même plus du voyage que des 2 semaines passées sur place. Mais c'est là où on s'est rendu compte aussi, je le faisais avec 2 amis, et que c'était la galère à organiser, quoi, trouver les itinéraires, trouver les endroits où réserver. Tu vas en Grèce, tu peux pas forcément réserver à l'avance, donc il y a pas mal de choses à faire pour faciliter. Là, je m'étais dit, c'est con, c'est quand même con qu'on n'ait pas un truc rien que pour aller en Europe qui ressource un peu tout ça. Ouais, même les trains, même les bus, c'est galère. Tu peux pas prendre un truc SNCF jusqu'en Grèce. Ah non, tu peux pas. Tu peux essayer, hein, tu peux essayer de passer par Molo. Par Molo, évidemment. Mais voilà, c'était en gros, tu vas sur un comparateur, tu mets Paris-Athènes, ça te trouve pas grand-chose, quoi. Et du coup, on avait passé beaucoup de temps à organiser le truc. On avait même dû appeler la compagnie de bus en Grèce, sauf que du coup, on avait dû demander à une pote qui parlait grec. Enfin bref, la galère, quoi. Vraiment. Et arrivé sur place, on ne savait toujours pas s'il allait avoir un bus, quoi. Donc après c'est aussi, et tu le dis beaucoup de fois, c'est aussi ça qui fait des voyages de ouf. Ah ouais, c'est tellement, un voyage avec du confort c'est cool, mais un voyage où t'as des aventures, où t'as des galères, c'est tellement plus drôle. Clair. Après, on n'enlève pas toutes ces galères avec Molo potentiellement, mais au moins on enlève un petit doute qui peut empêcher certaines personnes de se lancer quand même. Parce que là, on était 3, on avait une pseudo-confirmation de quelqu'un qui habitait là-bas qui nous dit ok, ça doit aller. Sinon, je suis là, donc voilà. Et ça, c'était plus bon, tu vois, on l'avait tous remarqué, enfin tous les 3, on l'avait remarqué, on l'avait un peu en tête, parce que les 2 amis avec qui j'étais d'ailleurs ont fait la filière entrepreneur aussi. Mais globalement, on voyait pas ce qu'on pouvait faire de plus, quel pourrait être le modèle économique. Et le truc, c'est que quand tu rentres en filière entrepreneur, on te dit limite pense d'abord au modèle économique avant ton sujet, quoi. Ouais, évidemment. Ce qui est un peu dommage, je trouve, mais ça c'est un autre sujet. Mais du coup voilà, donc tu penses un petit peu et tu vois absolument pas ce que tu pourrais en faire, enfin comment tu pourrais en vivre en tout cas, qui pourrait te vendre. Les gens qui veulent éviter l'avion pour aller en Grèce, il y en a quand même très peu, il y en a de plus en plus, mais en tout cas à ce moment-là c'était très 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 niche. Et donc tu vois pas forcément l'utilité.
et enfin l'utilité si, mais comment ça peut comment marcher, ça peut se dégoupiller. Ouais. Et donc pendant un moment, voilà, j'ai brillé sur d'autres sujets, et puis à la fin, la pression arrive, c'est bientôt la fin de l'année, il va falloir que tu te lances dans ton projet, et tu te dis ok, bon, en fait j'ai envie de faire un truc qui est marrant, quitte à ce que j'en vive pas au bout d'un an, et à ce moment-là je l'abandonnerai, mais au moins j'aurais essayé. Et donc voilà, on s'est lancé là-dessus avec un ami à moi qui était dans la même filière. Ouais. Et le sujet c'était décarboner les voyages de manière très large. Okay. Et attends, juste tu viens de dire un truc très intéressant, c'est que quand tu cherches, enfin quand tu dis on est plein à avoir fait cette démarche de dire tu peux lancer une boîte en disant j'ai une idée de lancer une boîte, ou tu peux dire ok je veux juste me lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je fais? Et la phase d'exploration est hyper dure, je trouve. Ouais. Parce que tu viens de décrire je teste plein de sujets, j'en ai un en tête et tout. En fait, je l'ai tellement vécu. Et et je pense qu'il y en a beaucoup qui... On est tous en galère avec ça, quoi. Enfin, au début, en tout cas, trouver ce qui nous, à la fois ce qui se tient et ce qui nous plaît, et avec lequel on se dit j'ai envie de travailler sur ça tous les jours, c'est pas évident, mais faut rien lâcher. Ouais, non, c'est clair. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Le nombre de fois où j'ai entendu j'aimerais trop me lancer, mais j'ai pas forcément d'idées précises, ou et moi c'est ce que j'ai eu pendant 6 mois, c'est j'aime trop ce sujet-là, mais je vois pas comment on pourrait en vivre. Ouais. Et je sais pas, peut-être en tout cas moi ce que j'ai fait, je sais pas du tout si c'est la bonne solution par contre. Non, mais il faut se lancer, à un moment il faut choisir un truc avec lequel tu vives. Mais c'est surtout ça, c'est voir avec qu'est-ce qui te fait te lever au quotidien, pas forcément ton domaine. En fait, c'est pas forcément ton domaine d'expertise, ou parce que t'as beaucoup d'expérience dans ce domaine-là qu'il faut que tu y ailles. Je suis d'accord. Mais c'est plus les gens avec qui tu vas travailler, que ce soit tes associés, tes futurs clients ou partenaires, et un sujet qui t'arrive à te lier quoi personnellement, parce que tu l'as expérimenté 200 fois en continu et tu vas le répéter. Si tu vis pas avec, ça marche pas. Puis en soi, enfin, moi, ce qui est cool, c'est que mon projet, je l'utilise pour mon perso, tu vois. Donc, ça, c'est incroyable. Donc, c'est vrai que c'est quand même direct la valeur ajoutée, et ça te travaille un peu au quotidien, quoi. Ok. Trop chouette. Donc voilà, c'est un peu ça qui a fait, il y a une phase exploratoire très dure, mais encore une fois, je pense qu'il faut revenir à qu'est-ce qui te plaît, les gens avec qui tu veux le faire, les gens avec qui tu veux travailler, et ensuite le modèle économique. De toute façon, il y a le nombre de modèles qu'il faut réinventer pour que ça aille dans une société qui soit plus durable. Il va falloir réinventer des trucs, quoi. Donc si tu le vois pas, c'est limite tant mieux, parce que ça veut dire que t'as une opportunité de trouver quelque chose. Bah ouais, je sais pas. Là, c'est mon cerveau qui essaye de se rassurer un peu comme ça, tu vois. Non, je suis d'accord. Et je crois que c'est dans le livre dont je te parlais tout à l'heure, il disait en fait quand t'as la chance de pouvoir un peu essayer de trouver quelque chose, un travail dans lequel tu te dis que tu pourrais le faire sans qu'on te paye. Ouais. Et ça, c'est pas évident à trouver, mais quand t'as trouvé ta passion, enfin, tu vois, les musiciens, moi, tous les artistes, je suis admiratif et quasiment jaloux, parce que mais ça, ils font ça tout seuls le soir, en fait, et trouve un truc dans lequel tu dis, je pourrais faire ça sans qu'on me paye. Et après, enfin, tout en sachant qu'il y a un marché, c'est important. Oui, au bout d'un moment, faut revenir aux considérations. Mais je suis d'accord qu'au début, en fait, si tu veux te lancer, tu veux être à fond pendant quelques mois, faut trouver quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Bah, c'est sûr, parce que tu te payes pas au début, que tu le veuilles ou non. Donc il faut avoir ce truc où tu donnes des petits cours de maths. Oui, bah tu trouves à te débrouiller, mais la valeur que tu crées sur ton projet au début, en tout cas, elle est pas forcément de suite je suis d'accord. valorisée. Ouais. Donc faut avoir ce côté. Je le fais aussi parce que je kiffe, et j'apporte une valeur ajoutée qui peut-être aujourd'hui sur le marché actuel est pas commercialisable, mais peut-être qu'elle le sera demain, parce qu'il y a quand même des gens qui te disent c'est cool ce que tu fais, j'en ai besoin, quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais en tout cas, voyage décarboné, et comment tu passes maintenant, présente-nous Molo. Ok. Du coup, globalement, l'idée de base, c'était c'était l'actuelle, hein. Après, il y a eu pas mal de détournements, de recherches, mais on est revenu à celle-ci qui est, en gros, voyager en évitant l'avion, parce que c'est le mode de transport de loin le plus polluant, contrairement au train qui est de loin, en tout cas sur la longue distance, si on enlève la marche, et le vélo le moins polluant. Ouais. Alors ok, il y a des freins qui sont un peu incompressibles, en tout cas sur lesquels on ne peut pas jouer quand on arrive en tant que petit entrepreneur, donc sont le temps de trajet et le prix. Ouais. Ça on peut pas forcément jouer dessus. Ouais. Mais il y a quand même un gros frein qui est l'accès à l'information et à l'organisation d'un voyage comme ça. En France, tout à l'heure avec la Grèce, si tu veux, Athènes, impossible, par l'enfer. C'est ça. C'est en gros en France, c'est à peu près ok, t'as la SNCF qui cadre et tout, donc tu vas sur les sites, t'as tout bon, mais dès que tu veux sortir et accéder au réseau européen, t'as des comparateurs qui sont spécialisés là-dessus au niveau européen.
Mais c'est des comparateurs, donc le but c'est de te faire aller l'algo fonctionne comme ça, quoi. C'est de te faire aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Ouais. Et le truc, c'est que quand tu veux voyager de façon différente et donc éviter l'avion et donc prendre le train, l'algo n'est pas fait pour ça. L'algo n'est pas fait pour ça parce que en train, tu vas pas aller le plus vite possible à ta destination et tu vas t'arrêter à plein d'endroits. Donc ça serait con de se dire je vais aller le plus vite possible jusqu'à Athènes alors que je vais m'arrêter à plein d'endroits avant. C'est contre-productif, quoi. Enfin, juste tu t'arrêtes à plein d'endroits, autant les découvrir et autant l'intégrer à ton voyage. Ok. Et ça, c'est pas du tout une logique qui est prise en compte par un comparateur. T'as pas un degré d'expérience en même temps sur ton voyage qui est pris en compte et calculé, tu vois. Ouais, ok, c'est intéressant. Donc en fait, en plus de proposer un service, des informations qui ne sont pas, tu proposes une nouvelle version, enfin une nouvelle vision genre de ce que ça peut être un voyage. C'est pas simplement on part de Paris, on va quelque part, on vit 2 semaines, c'est on a un chemin qu'on peut découvrir. Et c'est la difficulté. Et c'est pour ça qu'il y a un gros aspect média et communication autour de Molo. C'est parce que il faut réinventer cette façon de voyager, cet imaginaire-là. Et c'est pas toujours possible. Ouais. Mais il faut il faut reconsidérer un peu le voyage comme sa définition initiale, qui est le déplacement, et reconsidérer ce trajet-là comme bon. C'est bon, non, c'est bon, je l'avais vu comme ça, mais t'as raison. Ce trajet-là comme une part de ton voyage, quand en tout cas, dès que t'en as le temps et la possibilité, parce que en plus, c'est assez incroyable, quoi. C'est assez incroyable. Rien que regarder par la fenêtre du train, c'est extraordinaire comme truc. Le train, en plus, c'est des moments de partage, je trouve, beaucoup plus qu'en avion. Même en attendant le train, on a fait un nombre de parties de cartes incroyables, et c'est des moments de partage qui sont assez fous, avec les gens dans le train aussi. Ouais. Et ensuite, arriver sur les différentes étapes, tu explores la ville, si c'est pour 3 jours ou pour une demi-journée, le temps d'avoir ton autre train, c'est quand même une expérience en plus. Ouais, complètement. Et puis, moi, quand je me rappelle, quand j'étais petite et que je voyais avec mes parents, limite j'étais contente, quand on partait, je me disais, ok, il y a encore le trajet, j'ai l'impression d'être encore un peu en vacances, parce qu'il y a encore le trajet. On va s'arrêter au resto, on va s'arrêter dans un petit village. Je suis pas encore rentrée chez moi, parce qu'on va encore prendre la voiture, on va s'arrêter à un endroit. Et du coup, là, t'as ça, mais tout le long, quoi. Et ça te fait un peu réaliser, peut-être même, que tu te déplaces, en fait. D'un côté, ok, j'ai fait 24 heures de trajet, en fait, ouais, j'ai fait ça, et je suis allé jusque ce point-là. Alors qu'en avion, c'est un peu une téléportation. Tu te rends compte quand même de la prouesse que c'est, quand même. Ouais, c'est une belle prouesse. Parce que même en train, c'est une sacrée prouesse aussi. Tu vas peut-être moins vite en avion, mais c'est déjà incroyable. Traverser la France à 300 km, c'est quand même assez solide, quoi. C'est beau. Et donc voilà, il y a en gros, il faut réinventer, ça c'est notre partie communication média, c'est essayer de faire de propager cet imaginaire-là du voyage un peu itinérant, où tu reconsidères le trajet comme une part du voyage, et de montrer que c'est cool, quoi. C'est pas juste une contrainte où tu vas prendre 24 heures de train. C'est, tu vas découvrir plein de trucs sur le chemin, t'auras potentiellement quelques galères, mais ça fait des souvenirs aussi. Et tout le monde n'est pas prêt à le faire, ou en tout cas, pas tout le monde, pas tout le temps, mais essaye une fois et tu verras que ça peut être cool, ça peut être sympa. Donc ça, c'est la partie plutôt inspirationnelle, quoi. Ouais. Mais je pense que transformer l'imaginaire, que ce soit dans ce sujet-là ou dans tout l'écologie, il faut transformer ce dont on a envie, en fait. Et là, aujourd'hui, on a envie de claquer des doigts, être aux Bahamas, mais en fait, on peut avoir envie et adorer autre chose, quoi. Ouais. C'est ça qui est dur dans l'entrepreneuriat à impact, on va dire. Entrepreneuriat classique, on t'apprend, trouve le besoin et tu y réponds, alors que là... Tu fais du marketing, et ça part. Et là, le besoin, il est plus planétaire. C'est pas un besoin que t'as. Donc tu dois un peu créer le besoin. Et c'est un truc hyper compliqué à faire, quoi. Donc c'est pour ça que la masse et le message aident, parce que si plus de gens parlent de ce message-là et montrent que c'est cool et sexy de voyager de cette façon-là, ça aide quand même. Mais voilà, c'est un gros sujet de réinventer les imaginaires, ça c'est sûr. Et en plus, quand je regarde un peu tes posts LinkedIn, il y a toujours mais arrêtez de nous faire chier. Oui, ça, il y en aura. Non, mais c'est hyper, je trouve que c'est hyper dur. Et je voulais te demander un peu, toi, comment justement tu te places face à, enfin, t'as une partie média dans ta boîte, t'as une partie écologie, et j'essaie de partager un nouveau message, mais comment tu te places face à tout le reste? Et il y a une partie, on en parlait tout à l'heure, il y a plein de gens qui veulent changer, même si on est, enfin, tu vois, personnellement, j'ai pas pris d'avion depuis quelques temps, mais j'avoue que si demain je veux aller voir des amis qui sont en Amérique du Sud, tu vois, je vais vraiment me poser la question, et donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Comment je me place par rapport à... Comment tu te places face à tout ce qui va mal, à tout ce qui lui tire en arrière? Comment t'arrives à garder le sourire face à ça, genre? Oula, comment je garde le sourire? Est-ce que va mal? Non, mais genre, tu vois, des gens qui vont commenter, enfin,
t'as des gens qui vont dire c'est super ce que tu fais avec Mollo, mais t'as quand même aussi Bah, plein d'autres gens qui vont dire arrête de nous casser les couilles, et enfin, ouais. comment t'arrives à garder l'énergie et à dire ok, je Bah, pense que ça va quand même marcher. en soi, comme tu dis, il y a quand même beaucoup de gens aussi et je pense que c'est la majorité de gens qui réagissent de façon positive, quoi. Ok, Ou c'est vrai. quand c'est pas Ça, positif, c'est cool. c'est bon, bienveillant, au moins. Ok, Il y a certes des messages un peu compliqués, mais ça, il y en aura toujours et il y en a peu, donc il faut arriver à les mettre un peu de côté. Mais ok. donc se concentrer sur quand même, ça a pris voilà, le message, en 6 mois, il s'est propagé plus que ce qu'on C'est un truc de l'aurait malade, cru. hein. Donc Là, la c'est quand France, même un l'équipe de France va sacré. prendre le train. Voilà, Quand c'est même, ça. c'est un truc de fou. En un an, il y a un an, il Ouais. rigolait, et donc il faut se raccrocher il faut se raccrocher aux petites victoires. Ok. Faut Et prendre un peu de recul, en fait. Faut se dire, en fait, regardons ce qui s'est passé depuis quelques années. ouais, et c'est vrai. certes si tu prends l'image globale, tu vas te dire que c'est pas assez rapide, c'est pas ça bon, voilà, on va peut-être pas y arriver, mais si tu te concentres bah voilà au jour J, tu te dis bon OK, il y a telle ou telle petite victoire, j'ai réussi à faire switcher telle ou telle personne qui va finalement se lancer sur un trip en train. Ouais. Il y a plein de gens qui nous écrivent donc ouais, et voilà, ça les a vachement aidés à organiser leur truc, sinon ils auraient pas sauté le pas. Bah voilà, tu t'accroches à ça et c'est un peu la politique de l'autruche de essayer de pas regarder trop loin parce que sinon tu t'avances plus, quoi. Ouais, je comprends. Et Je comprends. donc c'est un peu voilà, c'est ça, c'est tu t'accroches aux petites victoires quand même. Il y a le nombre des personnes qui essayent de faire bouger les choses, il est assez Il croit en énorme. plus. Il croit. Et donc il faut t'entourer de ces gens-là. Et ça c'est le dernier truc, c'est encore une fois on y revient, tu gardes le sourire en fonction de grâce aux gens qui t'entourent. Tout est autour de toi, ouais. Que ce soit tes associés, tes amis, ta famille. Donc voilà. Et la famille aide pas mal aussi là-dessus. Bon, tu vois que au début ils comprennent pas forcément et que finalement petit à petit ils essayent de s'impliquer dans ton mode de vie, on va dire. Et que ça leur parle en tout cas. Ouais. Bah ça aide, c'est le petit truc de plus qui t'aide, quoi. Ok. Donc il faut pas lâcher sur essayer de convaincre sa famille. je pense. Ouais, moi je suis encore sur le travail, même essayer de se convaincre soi-même, en fait. Ah oui, non mais C'est clairement. toujours un travail en continu, que ce soit pour l'avion, la viande, toute la consommation. C'est clair. Mais c'est pour ça que du coup nous on essaye de l'aborder beaucoup plus sur le scope kiffer, voilà, c'est ça. autrement. On veut pas forcément trop parler de CO2. Bon, moi je le fais parce que j'ai la petite déviance ingénieur qui revient à chaque fois. Les chiffres. mais ce qui marche, c'est pas de parler de ça. Et c'est pour ça qu'on essaye d'en parler le moins possible. C'est de parler au fond, ça reste du voyage. C'est quand même un truc ouf. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dessus. C'est que j'aime l'écologie, mais je voulais pas en faire. Enfin voilà, c'était sur un sujet hyper écolo, environnement. Tous les matins, tu vas aller faire des bilans carbone et tout. Waouh, c'est chaud, quoi. Ouais. Alors que si tu fais ça, mais tu parles de voyage à côté et tu vois des tas de destinations qui en fait sont accessibles sans trop émettre, des tas d'acteurs dans le monde du tourisme qui essayent de faire bouger les choses et tout, bah ça reste c'est cool, quoi. Incroyable. Et un des messages clés que tu portes au-delà de le voyage peut être cool, c'est en fait pas loin, genre pour un week-end en fait, aller en Bretagne, c'est déjà extraordinaire. Enfin, il y a plein de petites villes et en fait faire un week-end en Grèce, ça n'a, je vais pas dire pas de sens, mais tu découvres un centième de ce que t'aurais, et tu peux vraiment découvrir des trucs beaucoup plus proches, tout aussi bien. Et c'est un de mes très bons copains, Louis-Maxime, qui me dit souvent ça, genre qu'il y a une vraie preuve scientifique et psychologique que l'humain, on a besoin de temps pour apprécier vraiment quelque chose dans sa valeur, en fait. Ouais, possible. Et un exemple bête de dévorer une pomme en une seconde ou l'apprécier vraiment 2-3 minutes, bah c'est là où tu fais plaisir. Et tu parles de ça. Ouais, c'est vrai, je savais pas qu'il y avait des études qui le montraient. Non, mais c'est un truc, mais enfin, genre, plus tu prends du temps, plus tu vas, en fait, même t'as un petit temps minimal, je crois, pour apprécier quelque chose, quoi. Pour en ressentir l'essence et sortir de là en disant, ok, j'ai retenu quelque chose de mon voyage, ou j'ai retenu quelque chose de ce temps que j'ai passé. Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est toute l'idée derrière Mollo. Et quand je suis parti en Grèce, c'était un peu ce que j'ai eu, quoi. C'est en fait t'arrives là-bas et t'as déjà eu une semaine voire 10 jours de voyage où t'as traversé tous les différents paysages pour t'emmener là. Et de une, t'es fier quand même parce que tu t'es dit ok, c'est possible, on l'a fait sans avion et en plus c'était ouf. Ouais, clairement. Et puis t'as pris conscience de ok, je suis arrivé, tu profites encore plus du truc, quoi. Donc de ouf. Donc limite tout est démultiplié. Le voyage en train c'est bien, allez-y. Allez-y, non mais c'est génial, je suis d'accord. Moi le côté se pose, enfin c'est tellement agréable, tu cours pas, enfin tu cours moins qu'à l'aéroport, t'as moins de contrôle, c'est plus fluide, quoi, c'est plus simple en fait. Mais oui, en effet, t'es un peu bloqué en termes de destination, mais bon. Mais ouais, non, mais pour revenir à ça, justement, moi, c'est un peu de
ce que je t'ai dit, j'ai beaucoup rêvé quand j'étais plus jeune des voyages en Asie, de partir un peu explorer tout le monde. Et encore une fois, quand j'entends plein de potes qui partent au Costa Rica, qui partent à tel endroit, etc. Ouais, tu te dis putain pour un dis, mois, est-ce que je rate un truc Et en fait, peut-être que moi je rate un truc là-bas, mais peut-être qu'eux ils ratent un truc ici aussi. Et quand tu regardes toutes les destinations, tu regardes juste la France en fait, et que tu commences à vraiment t'intéresser à où est-ce que je peux aller en France, qui est ouf. En fait, il y en a plein. Ouais, des trucs extraordinaires. Tu te rends compte que vraiment pas loin, que l'Europe finalement, on le connaît pas si bien que ça, alors qu'il y a des tas de cultures très très différentes, et peut-être que aussi on vivrait mieux sur notre continent si on se connaissait un peu plus. Ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger de voyager un peu plus proche localement et localement ça. Voilà, nous, c'est déjà à 500 km d'ici, en fait, hein, localement. Ouais, c'est ça, c'est la France, mais en fait, localement, tu peux aussi aller à l'autre bout de l'Europe en train, quoi. Donc, c'est pas non plus à une limite, je veux dire, on fait partie des pays qui sont plutôt bien positionnés pour ça. Et des pays un peu plus insulaires où, c'est un peu plus compliqué d'éviter vers lui. Tu viens de Londres, mais voilà, typiquement. Faut traverser déjà. Donc on est quand même plutôt bien lotis, et ça m'a justement redonné un peu, enfin, pas un peu, même carrément, d'espoir de me dire parce qu'il y a eu cette phase de comme on l'a tous je pense j'aime voyager mais l'avion ça pollue, merde, du coup on arrête de voyager. Et après tu te rends compte que bah non, pas du tout en fait, au contraire, on redécouvre. Ouais, et franchement et comme tu dis, c'est un mode de voyage qui t'apporte aussi plein d'autres choses, je pense, et qui t'enlève un peu cette petite culpabilité que moi j'avais beaucoup à la fin, et que certains ont peut-être un petit peu quand ils prennent l'avion, et ouais, clairement. Je l'ai pris pour le travail, et tu vois, tu peux toujours, tu peux trouver un peu des excuses, quoi, dans mode, non, mais là, c'est pour le taf, on va faire ça, et t'as cette petite culpabilité. Et ce que tu décris de changer enfin, pas se dire je perds quelque chose, mais dire je découvre autre chose, je trouve que ça s'applique de façon générale au changement de paradigme sur l'écologie, quoi. C'est dire, en fait, je perds pas à ne pas acheter de fringues, en fait, j'y gagne énormément. Genre, à la place d'aller passer mon après-midi ou faire du shopping, en fait, je vais me balader, je vais voir des potes, je vais faire des jeux de société, et c'est beaucoup mieux, en réalité. À long terme, c'est ça qui te rend plus heureux que... Ouais, clairement. Et je sais pas pourquoi c'est si difficile à transmettre, parce que généralement, les gens, tu leur dis ça, ils te croient pas forcément. Ouais, je suis d'accord. Et tu as du mal à leur communiquer, alors peut-être qu'on n'est pas assez crédible, peut-être qu'on... mais en soi, voilà, les gens qui vont partir, qui vont choisir de passer leurs vacances au Mexique, ils vont pas aller choisir de les passer en Bretagne, et pourquoi enfin, est-ce que t'es persuadé que eux ils y gagnent plus que toi? Ma maman te dirait qu'il fait plus chaud, tu vois. non, mais quel est ton critère, tu vois? Ça dépend quels sont tes critères à toi, et le critère, l'impact de mon voyage quand même, il grossit de plus en plus, donc déjà il est important. Et après sur tout ce qui est découverte, paysage, peut-être que le Mexique va gagner un petit peu. Mais sur plein d'autres choses, tu peux y gagner. T'as pas les falaises de Bretagne au Mexique, hein. T'as pas les crêpes. Donc là, on prend deux extrêmes, tu vois. Non, je sais ce que tu veux dire. Mais bêtement, tu peux aller à Barcelone en 6 heures et découvrir une autre culture qui n'a rien à voir avec celle que t'as barrée, quoi. Voilà. Et c'est pareil quand tu prends la même destination, mais ce que j'ai vu en avion et en train, oui, eux, ils vont gagner des heures. Mais toi, tu vas gagner peut-être des découvertes sur le chemin. Et pourquoi c'est si dur, en effet, de transmettre ça, alors que ça paraît si évident une fois que tu y as un peu goûté? Genre à ralentir, à profiter plus doucement, et à pas être dans cette fulgurance, quoi, dans la société où ça va très très vite. Il faudrait trouver un parallèle. Je pense que c'est parce qu'en fait, on a plein d'incentives. En fait, on nous donne envie. Quand t'as des milliards de pubs avec écrit venez au Mexique, à Dubaï, t'as pas des milliards de pubs avec écrit venez à Bretagne, on va manger des kouign-amann, en fait. C'est peut-être ça, hein. Mais c'est pour ça que vous êtes là, Molo. Ouais, non, mais c'est ça. Mais pour le coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment des imaginaires où, t'es martelé, rien que par les pubs ou par ton entourage, qui font de cette façon-là, et que, du coup, inconsciemment, tu te dis, c'est cette façon-là la bonne, et c'est comme ça que je vais kiffer au max. Ouais. Et comme tu dis, tu sors du métro, tu vois ça, tu rentres le soir chez toi, t'as envie de, et comme, mais en fait, c'est vrai pour tout, pour la malbouffe, pour le shopping, tu te réveilles pas le matin et as envie de bouffer un KFC, quoi. C'est juste parce que t'as eu 12 images de KFC et tu dis à la fin, vas-y, je meurs d'envie de ça, alors que... Et ça, c'est une grosse bataille, par contre, après, de l'univers publicitaire, médiatique. Mais c'est aussi un peu une bataille avec soi-même. Parce que moi, je pense que c'est sur mon téléphone que je vois le plus de pubs, et dans le fond, c'est juste à moi d'arrêter de swiper, quoi. Oui, c'est sûr, mais bon, après, notre cerveau est humain. On est faible. Hein. Et du coup, moi, la première, et c'est pour ça que, on essaye, nous, on est petit encore, tu vois, par rapport à des gros de l'avion, et tu vois, et les campagnes marketing à ce niveau-là, un métro parisien, c'est
c'est déprimant, quoi. Ouais, c'est déprimant. Et voilà, si tu vois long terme, tu te dis, est-ce que vraiment on va y arriver? Est-ce que ça sert à quelque chose qu'on se lance là-dessus avec Molo, vu l'énorme machine qui est derrière le lobby aérien? Il y a une belle inertie, de toute façon, de la société. Et en plus ça, réglementaire, etc., est-ce que ça va évoluer? Ben, tu pourrais te dire, vas-y, on n'y va pas. Et en fait, si tu vois petit bout par petit bout, des signaux faibles, des beaux signaux faibles, voilà, tu dis, ça avance de ouf. Et tu te dis, bah ok, pour l'instant tu vas pas convaincre les millions, mais tu vas commencer par convaincre les milliers, et c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, non, mais tu vois l'exemple de l'équipe de France qui dit je veux plus prendre l'avion pour les voyages qui se font en train, c'est cool. Ça a pas changé le fait qu'il y ait des milliards de tonnes de kérosène qui sont balancés, mais c'est déjà ça. Et tu vois à long terme, tu vois quoi? Tu vois un monde dans lequel les gens ont le droit de prendre 3 avions dans leur vie, ou tu vois un truc où de toute façon l'avion c'est devenu un peu plus vert, un peu plus électrique? Parce qu'en fait, moi j'ai du mal à imaginer un monde, une humanité sans avion, tu vois. Ouais, bah c'est ça le problème, c'est que maintenant notre société s'est organisée complètement dépendante au pétrole, à l'avion. Ouais. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, le pétrole, il n'y en aura plus. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir trouver un monde où on arrive à concilier tout ça, nos besoins avec les ressources. Ouais, mais du coup, donc l'avion, c'est sûr que, honnêtement, j'ai assez confiance dans le secteur aérien, qui est un des secteurs les plus performants, je pense, au niveau industriel. En tout cas, en France, on peut, je pense, en être fier, et qui s'est vachement... l'efficacité énergétique des avions a vachement évolué. Donc ça, et je suis assez confiant sur le fait qu'ils vont réussir à développer. On verra sous quelle forme c'est. Est-ce que c'est les carburants, les biocarburants? C'est certainement cette source-là qui est la plus, qui a le plus de potentiel. Mais est-ce qu'il y a l'hydrogène qui vient jouer un rôle, etc. On verra. Je suis plutôt confiance là-dessus. Le problème, c'est quand est-ce qu'ils vont arriver. La chose est sûre, c'est que ça va arriver trop tard. C'est déjà trop tard. Voilà. Donc, c'est pour ça on dit toujours non mais l'avion il est en train de se décarboner et tout, et on n'est pas du tout contre la décarbonation du secteur aérien, au contraire on la soutient mais massivement. Le problème c'est que ça c'est prouvé, il y a plein d'études qui ont été faites, c'est que, et c'est le cas, je te dis, l'avion s'est vachement décarboné depuis quelques années, mais le trafic a tellement augmenté que les émissions de l'aérien ne font qu'augmenter. Et malgré sa décarbonation, ça reste le truc le plus polluant de très 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 loin. Oui, c'est ça. Donc faut pas que la décarbonation vienne empêcher c'est bien, mais le changement, quoi. La biomasse, on en aura besoin pour décarboner plein d'autres choses. Donc est-ce que l'avion prime sur d'autres besoins, typiquement la voiture ou quoi, qui sont peut-être des besoins qui parlent à plus de gens au quotidien, alors que l'avion, rappelons-le, c'est quand même un mode de déplacement des plus privilégiés. Donc voilà, on a aussi souvent cet argument de oui mais le train c'est cher. Oui, mais voilà, c'est prouvé, les études montrent que ceux qui prennent l'avion sont quand même aussi ceux qui pourraient se permettre de mettre un peu plus d'argent dans ce mode de transport. Donc voilà, tout ça pour dire que le secteur aérien va certainement se décarboner, mais le problème c'est que ça va être un peu trop tard et que ça servira absolument à rien si le trafic fait qu'augmenter comme il augmente aujourd'hui. Et donc comment je vois le monde plus tard, j'espère que, je sais pas si ça passera par des contraintes réglementaires, peut-être qu'il faudra un moment, mais le nombre... c'est Janco qui dit on est en sobriété, enfin on a empêché les gens de conduire bourrés, on peut les empêcher de prendre d'avion, quoi. C'est pour notre bien à tous, en fait. C'est ça. C'est ça le truc, c'est que souvent les gens le voient comme une contrainte individuelle de on va t'empêcher à toi de prendre l'avion, mais c'est en soi on vit en société, la planète on la partage. On peut pas se permettre. Et donc, voilà, dans l'idéal, si c'était faisable un jour, ce serait pas forcément, pour moi, il faut pas une contrainte sur l'avion, parce que l'avion, encore une fois, va se décarboner, la voiture aussi. C'est plus une contrainte sur ton émission personnelle par an, quoi. Tes émissions personnelles en fonction de tes différents postes. Et il y a des gens qui vont privilégier, qui vont préférer prendre l'avion une fois et plus jamais prendre la voiture et pas mettre de chauffage et rester chez eux tout le reste de l'année, quoi. Enfin, limite, si on caricature. C'est à toi de gérer un peu ton... Et c'est c'est pas mal. C'est ce qu'on fait un peu individuellement, avec des trucs comme 2 tonnes où genre on est plein à se dire ok, comment je fais gaffe, quoi. C'est ça, c'est à toi de gérer un peu en fonction de tes sensibilités, ce qui t'importe le plus. Il y en a qui peuvent pas arrêter de manger de la viande, mais du coup ils vont arrêter l'avion et inversement. Et du coup la contrainte pour moi elle est plus globale, c'est pas forcément sur l'avion en lui-même, c'est plus chacun, si c'est 2 tonnes, c'est à 2 tonnes qu'on doit se limiter. Je sais pas comment on pourrait calculer ça au global. Ça va être chaud de faire 2 tonnes, mais... c'est difficile de mesurer ce que les gens font, parce que ça devient très intrusif. Mais j'espère que chaque individu aura compris que il faut se limiter à 2 tonnes, et c'est devenu normal de faire ton bilan et de voir où est-ce que tu vas mettre telle année tes émissions, quoi. De ouf. Donc j'espère.
Et j'espère que d'ici là, certes, le secteur aérien se sera décarboné, mais que le secteur ferroviaire se sera aussi bien développé. Ouais. Et que ça deviendra aussi facile de prendre le train que de prendre l'avion, quoi. Ça serait bien. Sans ça, on n'y arrivera pas sinon. De ouf. Et que les gens soient convaincus et aient envie de faire des longs voyages en train, quoi. Enfin, que cette philosophie change fondamentalement, ça serait... Bah, c'est en train de changer, mais c'est beau, quoi, je trouve. Ouais, je pense qu'en Europe, en tout cas, on fait partie des continents où c'est possible, quoi, où on a une histoire du ferroviaire qui est quand même assez importante. Ouais. Un réseau ferroviaire qui est ouf, malgré on a des poutres. Malgré le vieillissant, malgré plein de choses, il y a du potentiel, quoi. Il faut juste décider d'investir dans ce potentiel. Et ça, bah, on va voir, hein. Ça va être du prochain. T'es là pour ça, dire. Chiara. Ok. Trop bien. Je vois que ça fait déjà 45 minutes, quasiment. Okay. Est-ce que, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Avec plaisir. Ça m'a apporté quelques clés. Écoute, j'espère, même si nos auditeurs sont pas encore des têtes des milliers, si ça nous encourage. Et enfin, moi, ce genre de conversation me donne de la force, justement, pour quand je vois des pubs dans le métro, me dire non, mais Clément, en fait, c'est trop cool, n'oublie pas. Enfin, en fait, c'est le contraire de la pub qui dit, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore ce que vous faites. Je me dis putain, si les gens lisent ça, bah putain, ils sont pas en train de lire venez à Dubaï et peut-être qu'un jour il y aura des pubs dans le métro. Mais j'espère. Il y avait déjà des pubs pour le GIEC là. Ce soir, c'est rapport du GIEC, c'est fait plaisir. C'est ça. Et puis il y a pas mal de pubs SNCF aussi. Bien sûr. Il faut clairement. Et non, c'est un peu une question bateau, mais si tu devais donner un conseil à la Chiara d'il y a quelques années. Alors t'as pris conscience assez tôt. Donc peut-être que donner un conseil à une Chiara de 15 ans, c'est un peu tôt, mais si tu devais donner un retour, un conseil sur que ce soit sur l'écologie ou comment vivre avec du sens, tu vois, comment ne pas, enfin, ouais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui sort d'études ou qui rentre en études même? Ouais, question difficile. Question difficile. Ou plusieurs. Hein. Qu'est-ce que toi t'aurais aimé qu'on te dise? Moi, je sais. Bah, je pense qu'il y a un côté, genre, crois entre guillemets, c'est bateau aussi de dire ça, mais en ton instinct, et si tu sens que t'es pas tout à fait à ta place, ça veut pas dire que tu le seras jamais. Okay. Et tu as à toi d'arriver à construire. Et ça, c'est une quête qui va continuer des années et des années. Ah, mais jusqu'à la fin, je pense. Hein. Mais il y a un peu cette croyance, surtout quand on est dans les univers comme les nôtres, où tu fais prépa, école, après t'as un peu plein de pistes qui sont prédéfinies. Ouais. Et beaucoup, je pense, se disent à un moment que c'est pas forcément pour moi, mais bon, voilà, quoi. C'est un peu la facilité, ce genre de choses. Suis son instinct, quoi. Si t'es pas trop à l'aise, moi, c'est juste que, comme je te disais tout à l'heure, je pense que ça me touchait peut-être plus que d'autres. Ouais. Et si je suis pas 100% à l'aise, j'ai beaucoup de mal à travailler, à avancer et à être bien, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est plus si tu te sens pas super à l'aise, franchement, essaye d'explorer par toi-même parce qu'il y a l'univers des possibles est énorme, il y a des tas de gens, des tas de projets à créer. Des milliards de métiers à créer. Ouais, c'est ça, et franchement, il y a moyen de trouver un truc dans lequel tu seras vachement plus en cohérence avec tes valeurs, avec même ce que t'aimes faire au quotidien, tu vois, si c'est pas des maths, si c'est pas du conseil, si c'est faire du design, go, et c'est faire du jardinage, il y a pas de petit métier, vraiment, donc voilà, c'est plutôt si tu sens qu'il y a un petit truc, essaye d'explorer. Ça veut pas dire quitter ton job demain, ça veut dire peut-être discuter comme on le fait là avec d'autres gens et tester. Et puis le deuxième conseil, tester et oser, quoi. Ça, pour le coup, moi, c'est un truc que je pense que j'ai eu un peu de mal à faire au début, où tu te dis, t'essayes d'écouter, t'essayes de tout rationaliser, quoi, et d'essayer de minimiser le risque. Ouais. Sauf que c'est la maladie de l'ingénieur, ça. Ouais, de l'ingé, plein de choses. Mais le risque en soi est vraiment un truc qu'on m'avait dit qui m'a pas mal aidé au début, on t'a peut-être dit aussi, c'est quand tu as un doute, dis-toi juste au pire il se passe quoi. Ouais. Et moi c'était Eric en filière qui m'avait pas mal dit t'as peur, ok, tu doutes, mais au pire dans un an qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Au pire dans un an tu trouves un taf. Et même souvent le au pire, moi je trouve qu'il est bien. Enfin genre le au pire, tu dis mais au pire en fait j'aurais passé un an très intéressant, j'aurais pris plein de trucs, j'aurais rencontré plein de gens. Bon bah j'aurais peut-être pas été dans cette boîte, mais bon un an après on s'en fout en fait. C'est vrai, au pire qu'est-ce qui se passe, il marche très bien. Le pire il marche bien, et c'est l'autre truc, c'est ce que ça va avec le minimiser les risques, tu perdras forcément quelque chose en choisissant telle ou telle voie. Mais il faut te concentrer sur ce que tu as gagné, et est-ce que c'est un peu plus ce qui te correspond à toi, que c'est pas forcément la même chose pour la personne qui est à côté de toi. Mais moi je sais que j'ai, même typiquement en ce moment, j'ai pas mal ce côté, le fait de pas être allé en entreprise, j'ai eu du coup vraiment expérience pro en entreprise, en gestion de projet, etc. J'ai l'impression d'avoir certaines lacunes sur le management, la gestion de projet,
parce que tu fais tout un peu à l'arrache quand tu lances ton truc, quoi. Des coups, tout en direct. Et t'as pas trop les process et tout ça. Et tu vois, quand j'entends des potes, j'entends ma sœur, je me dis putain, en fait, je suis en train de perdre en compétences sur ces sujets-là. Et c'est humain. Mon cerveau va là-dessus. Et t'as personne au-dessus de toi aussi. T'as pas de mentor, t'as pas de manager qui te dit non mais attends, ça c'est pas bien. Et tous les jours, tu sais, toi qui dois décrocher le téléphone en mode comment on fait pour recruter un stagiaire, s'il vous plaît? Comment on fait pour mettre du management? C'est ça. Et du coup, c'est normal qu'entre guillemets, tu perdes des compétences. En tout ce que je me dis, c'est vrai, il y a certaines compétences que t'es pas en train de développer, mais t'es en train de développer plein d'autres. Ouais. Et tu développes la compétence incroyable de demander de l'aide. C'est vrai. Et ça, franchement, ça vaut tout l'or du monde. C'est vrai. Parce que être conscient que tu sais pas faire, c'est quand même, ça marche bien, quoi, dans la vie. Mais du coup, voilà, faut se concentrer. Ouais, c'est comme les voyages. Tu perds peut-être à pas prendre l'avion, mais tu gagnes plein d'autres choses à prendre le train. Ouais. Donc, faut voir, c'est un curseur à déplacer en fonction de tes besoins, de tes envies. Et puis, ça veut pas dire que tu veux pas retrouver ce que tu as perdu, quoi. Et là, c'est la deuxième chose qu'on m'a apprise, c'est, du coup, si ça te dérange au point que, la pensée, elle revient quand même assez régulièrement, après, c'est à toi de passer à l'action, tu vois, et de dire, ok, je perds peut-être sur la partie management, gestion de projet, parce que j'ai pas eu l'expérience de groupe un peu plus mature où il y a vraiment ces process-là. Qu'est-ce que je peux faire moi là demain pour gagner en compétences là-dessus? Et du coup, voilà, c'est ce que je vais mettre en place. Tu demandes de l'aide, comme tu dis, tu demandes de l'aide parce que t'as appris à demander de l'aide. Et tu te dis, t'as des gens aussi, il y a des gens avec qui tu travailles. Si tu t'es bien entouré, t'as des gens qui sont assez complémentaires, qui ont plus d'expérience là-dessus. Et tu te dis, ok, moi ça devient prioritaire pour moi de gagner en compétences là-dessus. Et donc, voilà, action faite, je passe à autre chose. T'as des milliers de MOOC, t'as des milliers de podcasts, t'as tout ce qu'il te faut, genre, si tu veux vraiment monter en compétences, quoi. Ouais, c'est ça clair. ne vaut jamais l'expérience, hein, mais. Tu vois, tant que tu l'as pas écrit et tant que t'as pas acté ok, je vais le faire, t'as toujours cette petite pensée qui revient, qui te fait un peu chier, et parfois te rend un peu moins productif, ou quand des moments où t'es down, ça va être un peu ton excuse pour changer et revenir à ton monde où t'étais salarié et tout ça. Très, très bien. Alors qu'en soi, il suffit juste de après, tu peux juger la compétence, mais tu peux juger aussi ce que t'as fait, quoi. Moi, je me suis déjà beaucoup dit ça, mais je me dis, en fait, dans le fond, ok, je savais pas. Je vois l'exemple de recruter des gens, genre, premier recrutement de stagiaire, on faisait un peu n'importe quoi, on avait notre process parce qu'on a un peu de bon sens, on va faire un entretien. Et à un moment, on se dit, ok, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, donc on appelle des gens qui savent recruter. Ils nous donnent plein de bons conseils qu'on n'avait pas tous appliqués. Mais dans le fond, je me dis, mes 3-4 premiers recrutements, je les ai faits finalement, tu vois. Et à la fin de l'année, on a recruté X personnes et même des gens tant que tu le fais et que t'apprends de ton expérience en direct, je trouve que c'est quand même valorisant, quoi. C'est ça. Et à la fin, toi, Molo, t'as communiqué sur des milliards de choses que t'as fait ça toute seule, t'as géré un projet, en fait, ton projet, il avance, quoi. Plus concrètement, si t'étais 15, ouais, pas forcément, mais tu vois, plus concrètement, si vous étiez 15 autour d'un sujet, si vous étiez 15 autour de ce projet, vous auriez fait un truc pas beaucoup mieux que ce que t'as fait là, non? Écoute, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Non, mais c'est clair. T'as déjà fait beaucoup, et moi, c'est juste pour dire que c'est ce qui m'aide personnellement c'est vrai. à me dire, ok, les compétences, je les ai pas forcément autant, et moi, c'est le côté avoir quelqu'un au-dessus de moi avec qui je peux, c'est pour ça qu'on a des associés quand même. Mais je me dis, ok, en fait, on s'en fout on s'en fout. Regarde ce qu'on a fait. Ça parle déjà. C'est vrai que, en fait, c'est toujours pareil. Tu peux pas tout avoir. C'est vrai que peut-être tu serais allé plus vite si t'avais eu les moyens financiers d'une grosse boîte et peut-être un mec qui s'y connaît un peu plus au-dessus de toi. Mais le problème, c'est que ça n'existe pas. En tout cas, pas dans le monde aujourd'hui. Soit tu t'as la rapidité, la créativité d'une jeune boîte, soit tu vas faire de l'entrepreneuriat dans une grosse boîte et t'auras toujours des c'est le yin et le yang, hein. Tu peux pas avoir de tout, quoi. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il faut pas trop se projeter moi c'est un truc qui me veut, tu vois, typiquement tu me parles de recrutement, mais on m'a pas encore recruté, je me dis putain, je sais pas, aucune idée comment on fait ça, mais en fait je dis ok, on a fait ça, on a créé un site il y a un an, j'avais aucune idée de comment on faisait un site, quoi. Tu fais chaque petit truc et tu te dis en fait ça passe, certes il y a des choses qui sont pas bien faites, j'aurais peut-être pu mieux faire, mais bon c'est ça, et en soi c'est pas tant que l'erreur n'est pas dramatique, elle est rarement quand même, tu t'en sors très bien, quoi. Et si t'es bien entouré. Et si t'es bien entouré, validé, clairement. Ok. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ou pas? Allez-y, Molo. Allez-y, Molo, c'est fou. Merci beaucoup. Merci, Chiara. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité.
Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment 10 minutes. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!